Chapitre 16 de la deuxième partie. Le cycle se ferme. Premier sous-titre, la Russie. Certains traits typiques de la révolution bolchevique méritent d'être mis en lumière. Elle ne présenta qu'à un faible degré le caractère romantique, orageux, chaotique et irrationnel propre aux autres révolutions, surtout à la Révolution française. On y voit au contraire apparaître une intelligence, un plan bien médité et une technique. Lénine lui-même étudia du début jusqu'à la fin le problème de la révolution prolétarienne, de la même façon que le mathématicien affronte un problème de calcul supérieur en l'analysant froidement et avec calme dans les moindres détails. Selon ses propres paroles, les martyrs et les héros ne sont pas nécessaires à la cause de la révolution. C'est une logique qu'il lui faut et une main de fer. Notre mission n'est pas d'abaisser la révolution au niveau du dilettante, mais d'élever le dilettante au niveau du révolutionnaire. C'est à cette règle qu'obéit l'activité d'un Trotsky qui fit de l'insurrection et du coup d'État moins un problème populaire et de masse qu'un problème de technique, demandant l'emploi de troupes spécialisées et bien dirigées. On constate en conséquence, chez les chefs, un impitoyable esprit de suite. Ils sont indifférents aux conséquences pratiques, aux calamités sans nom qui résulteront de l'application de principes abstraits. L'homme pour eux n'existe pas. Ce furent comme des forces élémentaires qui s'incarnèrent avec le bolchevisme dans un groupe d'hommes où la féroce concentration du fanatique s'unit à la logique exacte, à la méthode, à la recherche exclusive du moyen le mieux adapté au but poursuivi, qui sont le propre du technicien. Ce n'est qu'au cours d'une deuxième phase, suscitée par eux et maintenue dans une large mesure, entre des digues préétablies, que se produit le déchaînement du sous-sol de l'ancien empire russe, le régime de terreur de la masse s'appliquant à détruire et à extirper frénétiquement tout ce qui se rattachait aux classes dominantes précédentes et à la civilisation russo-boyare en général. Un autre trait caractéristique, c'est que, tandis que les révolutions antérieures, dans leur démonisme, échappèrent presque toujours des mains de ceux qui les avaient suscitées et dévorèrent leurs fils, ce phénomène ne s'est vérifié en Russie que dans une faible mesure. Le pouvoir et la terreur s'y sont stabilisés. Si la logique inexorable de la Révolution rouge n'a pas hésité à éliminer et à abattre les bolcheviks qui tendaient à s'éloigner de la direction orthodoxe, sans égard aux personnes et sans scrupule quant au choix des moyens, le centre ne connut pas de crise ni d'oscillation importante. Et c'est là un trait aussi caractéristique que sinistre, car il préfigure l'époque où les forces des ténèbres cesseront d'agir, comme auparavant, de derrière les coulisses, mais ne feront qu'un avec le monde des hommes, car elles auront trouvé une parfaite incarnation chez des êtres où le démonisme s'unit à l'intelligence la plus lucide, à une méthode, à un pouvoir exact de domination. Une des caractéristiques les plus marquantes du point final de chaque cycle est précisément un phénomène de ce genre. Quant à l'idée communiste, quiconque ignore qu'il existe dans le communisme deux vérités sera induit en erreur. Une de ces vérités, ésotérique pour ainsi dire, présente un caractère dogmatique et immuable. Elle correspond aux principes de base de la Révolution et se trouve formulée dans les écrits dans les directives de la première période bolchevique. La seconde est une vérité changeante, réaliste, forgée cas par cas, souvent en opposition apparente avec la première et comporte d'éventuels compromis avec les idées du monde bourgeois, idées patriotiques, adoucissements apportés au régime de la propriété collective, mythes slaves, etc. Les diverses manifestations de cette seconde vérité sont abandonnées dès qu'elles ont accompli leur but tactique. Elles ne sont que de simples instruments au service de la première vérité, et ceux qui s'y laissent prendre et penseront à un moment quelconque que le bolchevisme a été dépassé, qu'il a évolué et s'oriente vers des formes normales de gouvernement et de relations internationales, ceux-là sont bien naïfs. Mais il ne faut pas se laisser tromper non plus par la première vérité. Ce n'est pas le mythe économique marxiste qui est ici l'élément primaire, mais bien la négation de toute valeur d'ordre spirituel et transcendant. La philosophie et la sociologie du matérialisme historique ne sont que de simples expressions de cette négation. Elles dérivent de celle-ci et non inversement, tout comme la pratique communiste correspondante ne représente qu'une des méthodes pour la réaliser systématiquement.
Le résultat auquel on parvient en suivant cette direction jusqu'au bout, comme le fait le communisme soviétique, est important. C'est l'intégration, c'est-à-dire la désintégration de l'individu dans ce qu'on appelle le collectif, dont le droit est souverain. Et le but que poursuit le monde soviétique, c'est précisément l'élimination chez l'homme de tout ce qui a une valeur de personnalité autonome, de tout ce qui peut représenter pour lui un intérêt indépendant du collectif. La mécanisation, la désintellectualisation et la rationalisation de l'activité, sur tous les plans, font notamment partie des moyens mis en œuvre pour atteindre ce but, et ne sont pas considérés, ainsi que dans l'actuelle civilisation européenne, comme les conséquences de processus fatals que l'on doit subir, mais que l'on déplore. Tout horizon étant limité à l'économie, la machine devient le centre d'une nouvelle promesse messianique, et la rationalisation apparaît également comme l'un des moyens de liquider les résidus et les accidents individualistes de l'époque bourgeoise. Dans cette perspective, l'abolition de la propriété et de l'initiative privée, qui demeure une idée de base de la doctrine interne du communisme, malgré certains compromis de caractère contingent, ne représente en URSS qu'un épisode et un moyen en vue d'une fin. La fin étant précisément la réalisation de l'homme-masse et du matérialisme intégral dans tous les domaines, sans commune mesure avec le contenu d'un mythe purement économique. Le propre du système est de considérer le moi, l'âme et la notion du mien comme des illusions et des préjugés bourgeois, comme des idées fixes, principes de tout mal et de tout désordre, dont une culture réaliste et une pédagogie adéquate devront libérer l'homme de la nouvelle civilisation soviétique et socialiste. On procède ainsi à la liquidation en bloc de toutes les prévarications individualistes, libertaires et humanistico-romantiques, de la phase que nous avons appelée la phase de l'irréalisme occidental. On connaît le mot de Zinoviev. On le cite. « Dans tout intellectuel, je vois un ennemi du pouvoir soviétique. » Fin de citation. L'art doit devenir un art de masse. Il doit cesser de faire de la psychologie, de s'occuper des affaires privées de l'individu, de servir au plaisir des classes supérieures parasites. Il ne doit pas être une création individualiste, mais se dépersonnaliser, se transformer en un puissant marteau qui incite le prolétaire à l'action, que la science même puisse faire abstraction de la politique, c'est-à-dire de l'idée communiste comme force formatrice, et être objective. On le conteste, on y voit une périlleuse déviation idéologique contre-révolutionnaire. Un exemple caractéristique est celui de Vassilev et d'autres biologistes relégués en Sibérie parce que la théorie génétique qu'ils soutenaient en reconnaissant le facteur hérédité et disposition innée, en présentant l'homme autrement que comme une substance amorphe, ne prenant forme qu'à travers l'action extérieure du milieu, comme le veut le marxisme, ne répondait pas à l'idée centrale du communisme. Ce qu'il y a de plus extrême en fait de matérialisme évolutionniste et de scientisme sociologique dans la pensée occidentale est utilisé comme dogme et pensée d'État, afin qu'un lavage de cervelle se produise dans les nouvelles générations et que prenne forme une mentalité adéquate, profondément enracinée. Quant à la campagne anti-religieuse, qui n'a pas ici le caractère d'un simple athéisme, mais bien d'une véritable contre-religion, on la connaît suffisamment. C'est elle qui se trahit la véritable essence du bolchevisme. C'est elle qui lui fournit les moyens les plus efficaces de faire disparaître la grande maladie de l'homme occidental. Cette foi et ce besoin de croire qui servirent de succès d'année alors que se perdait la possibilité de contact réel avec le monde supérieur. Une éducation des sentiments semblablement orientée est aussi envisagée, afin que les complications de l'homme bourgeois, le sentimentalisme, l'obsession de l'éros et de la passion soient dédramatisées. Les classes étant nivelées, les sexes le sont aussi. L'égalité complète de la femme par rapport à l'homme est légalement instituée dans tous les domaines. L'idéal est qu'il n'existe plus de femmes en face d'hommes, mais seulement des camarades au sein d'une masse pratiquement asexuée. Ainsi,
Même la famille, non seulement telle qu'elle existait dans l'ère du droit héroïque, mais telle qu'elle subsistait encore sous une forme résiduelle dans la tradition bourgeoise du foyer, avait ses sentimentalismes et son conventionnalisme. Avec ses sentimentalismes et son conventionnalisme, est virtuellement dissoute. Ce qu'on appelle les ZAG, Z-A-G-S, ayant déjà représenté à cet égard un bouleversement caractéristique. Et l'on connaît toutes les mesures prises en URSS pour que l'éducation devienne exclusivement la chose de l'État, pour que dès l'enfance, la vie collective soit préférée à la vie familiale, et pour que les classes, l'État et le parti supplantent le lien familial, de même que tout autre lien de nature particulière. Dans l'idéologie bolchevique interne, il n'y a pas de place pour le concept de patrie ou de nation. Ces idées sont contre-révolutionnaires. Même si, comme nous l'avons dit, il est permis d'en faire un emploi tactique hors de l'Union soviétique, en vue d'exercer une action désagrégeante préliminaire. Selon la première constitution soviétique, un étranger fait obligatoirement et automatiquement partie de l'Union des soviets s'il est un travailleur prolétarien, alors qu'un Russe, s'il n'est pas un travailleur prolétarien, en est exclu, est, pour ainsi dire, dénaturalisé, devient un paria privé de personnalité juridique. Selon la stricte orthodoxie communiste, la Russie n'est que la terre où la révolution mondiale du quatrième État a triomphé et s'est organisé pour se répandre ultérieurement. Le peuple russe s'était toujours caractérisé par une mystique de la collectivité, en même temps que par une confuse impulsion messianique. Il s'était considéré comme le peuple théophore, porteur de Dieu, prédestiné à une œuvre de rédemption universelle. Tout cela fut repris sous une forme inversée et modernisée par la théorie marxiste. Dieu s'est transformé en s'identifiant avec l'homme terrestrifié et collectivisé, et le peuple théophore est celui qui s'applique à en faire triompher par tous les moyens la civilisation sur l'ensemble de la terre. Tout cela fait essentiellement partie de la vérité interne du bolchevisme. C'est son axe de marche. Du point de vue historique, arrivé à la phase stalinienne du bolchevisme, le mythe de la révolution au sens ancien, associé au chaos et au désordre, apparaît déjà lointain. C'est au contraire vers une nouvelle forme d'ordre, de système et d'unité qu'on s'achemine. La révolution devient, selon la formule connue, révolution permanente et se manifeste dans le totalitarisme. La société devient une machine ne comportant qu'un seul moteur, l'État communiste. L'homme n'est qu'un levier ou un rouage de cette machine, et il suffit qu'il s'y oppose pour être immédiatement emporté et brisé par l'engrenage, pour lequel la valeur de la vie humaine est nulle et n'importe quelle infamie licite. Matière et esprit sont enrôlés dans l'entreprise unique, en sorte que l'URSS se présente comme un bloc qui englobe tout, qui est simultanément État, trust et Église, système politique, idéologique et économico-industriel, dans le cadre de structures intégralement centralisées. C'est l'idéal du super-État, inversion sinistre de l'idéal organique traditionnel. D'une manière générale, dans la civilisation soviético-communiste s'annonce donc quelque chose de semblable à une singulière ascèse ou catharsis, en grand tendant à un dépassement radical de l'élément individualiste et humaniste et à un retour au principe de la réalité absolue et de l'impersonnalité, mais inversée, dirigée non vers le haut mais vers le bas, non vers le supra-humain mais vers le subpersonnel, non vers l'organicité mais vers le mécanisme, non vers la libération spirituelle mais vers l'asservissement social total. Telle est la caractéristique du bolchevisme, son vrai visage, son sens ultime. Que le primitivisme de la grande masse hétéroclite dont se compose l'Union soviétique où les massacres ont fait disparaître presque tous les éléments racialement supérieurs contribue à repousser jusqu'à un avenir encore lointain la formation effective de l'homme nouveau, de l'homme soviétique, cela n'a guère d'importance. La direction est donnée. Le mythe terminal du monde du quatrième État a pris une forme précise et une des plus grandes concentrations de puissance du monde est à son service. Une puissance qui est en même temps le centre d'une action organisée, souterraine ou ouverte,
de subornation et d'agitation des masses internationales ou des peuples de couleur contre l'hégémonie européenne.